Être un marketeur B2B, c'est être constamment balancé entre les sujets stratégiques et la to-do list opérationnelle qui s'allonge, sans compter les relations avec les sales et le CEO. Mais tu n'as pas à être seul. Entre et installe-toi, bienvenue au Café du Market. Je suis Axel Kaetka, ex-responsable marketing et solopreneur, créateur du Café du Market, la communauté francophone réservée aux marketeurs B2B. Avec ce podcast, j'ai créé le contenu que j'aurais aimé écouter pour progresser encore plus vite quand j'ai pris mes premières responsabilités. On y débriefe les méthodes de base comme les dernières tendances marketing en compagnie des meilleurs experts du sujet. Et si tu veux aller encore plus loin, tu peux aussi t'abonner à la newsletter ou rejoindre directement la communauté pour échanger avec des pairs et donner un coup d'accélérateur à ta carrière. Et maintenant, détends-toi, prends ta boisson préférée et si tu entends des discussions intéressantes, sers-toi, c'est offert par la maison. Pour ce podcast, j'ai l'honneur d'être soutenu par ma solution de marketing automation préférée, c'est Pledzi. Si je t'en parle, c'est parce que je l'ai utilisé à titre pro et que j'en ai été pleinement satisfait. On le sait, quand on fait du marketing automation, ce qui est compliqué, c'est d'entretenir constamment des workflows de nurturing et de les mettre à jour avec de nouveaux contenus. Là où Pledzi est très fort, c'est qu'ils ont développé une campagne intelligente qui est capable de pousser automatiquement le bon contenu au bon moment à la bonne personne, en fonction de ses centres d'intérêt et du stade de maturité du lead. Ce qui ne gâche rien, c'est qu'ils ont une équipe au top, avec un service CSM dédié qui est là pour t'aider à mener à bien ton projet. Mais assez parlé, passons à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Café du Market. On en parlait dans un précédent épisode, l'étude Content Trends 2024 qui avait été réalisée par Newton a mis en avant plusieurs résultats intéressants et notamment que la majorité des stratégies de content marketing ont des objectifs de notoriété et que leur efficacité, logiquement, elle est mesurée par rapport à ça, sans lien avec l'impact business. Pourtant, le content marketing, ça peut aussi être un vrai levier pour driver du business et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Je suis avec Pierre Hérubel qui est consultant marketing, CMO part-time, on va voir comment tu préfères le dire. Mais en tout cas, on va pouvoir discuter de ce sujet ensemble. Salut Pierre. Salut Axel, merci pour l'invitation et au Écoute, plaisir de parler de content avec toi. ouais, c'est un plaisir de t'avoir sur le podcast parce que moi j'aime beaucoup ce que tu fais sur LinkedIn et du coup j'invite tout le monde aussi à aller voir. Le contenu est super quali et très bien construit. Donc c'est un plaisir de t'avoir pour parler de ce sujet. Merci. Du coup, est-ce qu'on peut, peut-être pour démarrer, est-ce que tu peux te présenter rapidement s'il te plaît? Ok, donc je viens du sud de la France, mais j'habite en Asie depuis 7 ans. Je suis arrivé ici pour travailler au ministère des Affaires étrangères. J'ai été dans une agence de com, ensuite j'ai fait du freelance. J'ai également monté une boîte que j'ai revendue avec mon associé l'année dernière. Et depuis donc octobre 2023, je suis solopreneur. Euh, pour l'instant, parce que je suis pas à l'abri de remonter une boîte. En ce moment, en tout cas, je suis solopreneur. Et comme je te disais, je lance mon cours sur une formation de content marketing et il sort là dans 1 heure. C'est vraiment un hot topic pour moi en ce moment, le content. Et voilà, ma spécialité, c'est le B2B content marketing. Donc j'aide des boîtes B2B à installer des stratégies de contenu. Donc pour ça, il faut avoir une compréhension du contexte des acheteurs B2B. Deuxièmement, il faut avoir une stratégie de contenu et de messaging. Et 3, création de contenu, enfin idéation, création et monétisation également. Yes, écoute justement, on va voir un petit peu tout ça parce que c'est le sujet. Comment est-ce qu'on arrive à driver du business à travers le content? Je le disais en intro, du coup, encore aujourd'hui, principalement, c'est vu comme un levier de notoriété, notamment le contenu, mais son impact il peut être bien plus large que ça. Donc pour commencer, est-ce que du coup, tu peux nous expliquer, j'allais dire, l'intérêt du content marketing? Pourquoi est-ce qu'il faut s'intéresser à ce sujet-là? Alors pour moi, l'intérêt du content marketing, c'est un intérêt business sur plusieurs niveaux. Donc si tu prends l'objectif primaire d'une société, c'est de régler un problème pour une audience et faire du revenu à partir de ça. Ça, c'est vraiment la définition même de l'entrepreneuriat. Et dans ce contexte-là, le content, il va aider l'entrepreneur ou le fondateur, CEO, peu importe, à aider son client de A à Z. Donc, premièrement, il va l'aider à comprendre son propre problème, le problème du client. Il va aider également à avoir une vue sur les solutions qui peuvent être apportées pour ce problème. Le contenu va aussi aider à mettre en relation le, le prospect avec l'entreprise.
Et derrière, ça va avoir des impacts sur la confiance auprès de la société, sur le awareness dont tu parlais. Donc ça, c'est pour la partie notoriété, mais également, ça va avoir un impact sur le revenu. Premièrement, ça va augmenter les conversions, puisque vu qu'il y a plus de confiance, bah, c'est plus facile pour les sales. Deuxièmement, vu qu'il y a plus de réponses aux questions et aux objections grâce au content, c'est également plus facile de faire des ventes. Troisièmement, ça accélère les sales cycles, donc les cycles de vente, puisque en fait, vu qu'il y a plus de trust, plus de notoriété, bah, c'est plus rapide de faire une vente. Et après, même au niveau de l'expansion, donc quand un client travaille avec l'entreprise, derrière, l'expansion va être plus facile grâce à un onboarding avec le content, mais aussi avec des ressources qui vont aider pour faire des upsells derrière ou ce genre de choses. Donc en gros, moi je liste 13 bénéfices. J'ai un contenu là-dessus, c'est 13 bénéfices clairs et nets du content euh, sur toute la customer buying journey. Et voilà, c'est vraiment un objectif business. Ouais, c'est ce que tu dis en fait, effectivement. Là où on voit en fait les aspects un peu notoriété, c'est les briques du haut, on va dire entre guillemets. Ouais, Mais quand ta stratégie de contenu elle est bien construite, tu vas avoir un impact euh, au niveau des conversions avec des contenus sur la réassurance, comme tu dis, sur le traitement des objections et tout. Mais aussi, ça peut être un vrai levier de fidélisation et d'upsell. Et on le voit, bon, je vais dire, c'est un truc qu'on voit beaucoup chez les SaaS par exemple, parce que c'est vrai que du coup tu es sur un modèle d'abonnement, donc c'est important que ton client il réussisse pour continuer à acheter, on va dire. Et du coup, tu le vois, enfin, il y a des Happy Academy, il y a des trucs comme ça qui sont des centres de ressources qui sont très construits pour les clients aussi dans cet aspect-là, quoi. tout à fait. Bah, Euh, les produits, notamment US, comme Slack, Zapier. Après, il y a d'autres nouvelles boîtes comme Doula, par exemple, ou d'autres boîtes PLG US comme ça. Elles misent vraiment sur le contenu, sur la phase d'onboarding. Et derrière, pour avoir une fast time to value, donc que le client ait rapidement en fait des réponses à ses questions. Et ça augmente la rétention drastiquement. c'est clair. Ok, bah écoute, rentrons dans le vif du sujet. Alors du coup, on est convaincu qu'il faut faire du contenu. Comment est-ce que tu procèdes pour poser les bases d'une stratégie de contenu? Vaste Euh, question. Ouais, pas de souci. Donc déjà d'un point de vue global, avant de parler de stratégie de contenu ou de tactique en général, faut remettre dans le contexte de la stratégie marketing. Déjà, premièrement, il faut avoir un produit qui répond à un problème et un problème qui est painful, urgent et reconnu. Derrière, grâce à ça, on peut développer une stratégie marketing. La stratégie marketing, ça va être audience cible, messaging, positionnement et offre. Et une fois que tout ça c'est fait, on peut rentrer dans la stratégie de contenu. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui sautent directement sur la stratégie de contenu, mais ils n'ont pas de messaging, ils répondent pas à un problème painful. Donc c'est compliqué de faire de la croissance et de faire du revenu et des résultats avec une stratégie de content s'il n'y a pas cette stratégie marketing. Premier point. Ensuite, deuxième point, il faut adapter la stratégie de contenu à la stratégie marketing dont je viens de parler. Donc pour ça, il faut déjà se poser et faire une stratégie de content. Dans la stratégie de content, on va mettre premièrement, bah, on va résumer l'audience cible, on va aller voir pourquoi ils achètent et également comment ils achètent. C'est-à-dire que quelle est la buying journey en fait, quelles actions ils prennent, qu'est-ce qu'ils ont besoin de voir pour acheter. Ça c'est la première partie. Ensuite, on va adapter nos piliers de contenu au messaging de la boîte. Faut que le messaging soit en lien avec les piliers de contenu, enfin plutôt l'inverse. Et derrière, une fois qu'on a l'ICP, une fois qu'on a le messaging, on peut rentrer dans de l'idéation en fait. Je te donne un exemple. Si tu targetes des CFO, et tu sais que le CFO, il achète, admettons, en janvier, et il a besoin de voir un case study, il a besoin de voir un document RGPD et un dernier document, peu importe. Toi, tu sais que dans ton content plan, tu vas devoir faire ces trois types de contenus-là. Voire plus, hein, évidemment, mais c'est vraiment prérequis pour pouvoir avoir un plan de contenu. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'un plan de contenu, c'est
En gros, on a des idées, même on va parler à une AI, elle nous donne des idées, mais c'est pas ça en fait. La première chose, c'est de savoir à qui tu t'adresses et qu'est-ce qu'ils ont besoin de voir pour acheter. Et grâce à ça, tu peux faire les contenus. Les gens dans le SEO comprennent bien ça avec les analyses de mots-clés, mais c'est Mhm. aussi vrai pour tous les autres types de contenus. Donc là, je t'ai parlé de la première étape, stratégie de contenu, et un peu de la deuxième étape, Et juste planning. avant que ouais, juste avant que tu détailles du coup la deuxième étape, comment est-ce que tu fais pour l'analyser du coup de quel contenu ils ont besoin? Tu vois, tu parlais par exemple des CFO, tu me dis ils ont besoin de voir un cas client, ils ont besoin de voir des données RGPD, des machins. Comment est-ce que tu vas la chercher cette info? Euh, Bah, comme je le disais, pour moi, tout part de l'audience cible. Donc en fait, les meilleurs entrepreneurs, ils ont une connaissance vraiment granulaire de leur audience et de leurs prospects. C'est pour ça que souvent, des gens qui ont passé 15 ans dans une industrie, d'un coup, ils lancent une boîte et ils sont très forts là-dessus. Après, j'ai un autre exemple, par exemple Penny Lane. Eux, ils ont lancé un SaaS d'invoicing et Mmh. enfin de compta plutôt, en lien avec les experts comptables. Et si je me trompe pas, ils ont lancé une agence pendant qu'ils faisaient le lancement du SaaS pour vraiment comprendre leur audience. Et ça leur a permis en fait d'avoir un produit qui est vraiment top parce qu'il répond vraiment aux problèmes, aux objections, etc. de leurs clients. Sinon, il y a une stratégie très connue, enfin une tactique connue, c'est de faire des interviews. Et Mmh. donc pour ça, moi j'utilise la question pourquoi, enfin c'est la technique du pourquoi. Par exemple, une personne va te dire son problème, tu vas leur demander pourquoi, et après ils vont te donner exactement pourquoi ils ont ce problème. Et derrière, tu leur demandes aussi ben, qu'est-ce qu'ils ont besoin pour acheter, quand ils ont fait un dernier achat, qu'est-ce qu'ils ont eu besoin de voir, etc. C'est vraiment des questions précises auprès de ton audience cible. Il n'y a rien de sorcier au final, pas de Ouais, mais hack. ouais, mais tu vois, j'aime bien le rappeler parce que du coup, l'étude à laquelle je faisais référence aussi là en intro, c'est ce qu'ils disent dedans quand ils disent d'où viennent un peu les idées pour le contenu et tout, les stratégies de contenu, de par quoi c'est guidé. Les interviews clients, c'est le dernier truc qui vient. Ok, Tu vois? Et en fait, toutes les données avant, c'est des trucs indirects. d'accord. Alors après, évidemment, comme tu l'as dit, les études de mots-clés et tout, c'est intéressant, tu vois, c'est des datas qui sont intéressantes. Mais en fait, donc moi, je suis persuadé de ce que tu dis, que ce que tu dis, c'est super vrai. Et effectivement, la meilleure info, c'est dans les interviews que tu l'as, quoi. Mais en fait, je me rends compte, petit à petit, quand même, qu'en fait, on est quand même très peu à le faire réellement, tu vois, à prendre vraiment le temps de le faire et tout. Mais en tout cas, Je sais je pas, suis convaincu que c'est super quali, ouais. je sais pas si c'est dans ton classement, dans l'étude que tu as vue, mais le retour des sales aussi, parce que les sales ont un contact direct avec le marché. Et donc s'ils mettent bien dans le CRM, s'il y a bien une feedback loop entre le sales et le marketing, tu peux en fait récolter beaucoup d'informations à la fois quantitatives et qualitatives avec ce moyen-là. C'est clair. Ouais, tous ceux qui sont chez toi au contact des clients aussi, les CSM, s'il y en a des fois, ça peut être aussi intéressant, quoi. Exactement. Ok, très cool. Du coup, je t'avais coupé, t'avais donc parce que je creusais un petit peu ce premier point. Tu disais la deuxième étape, c'est, pardon. Alors la deuxième étape que j'ai légèrement abordée, c'est la création d'un plan de content. Et ce que je disais, c'est qu'il faut pas partir d'idées ou de choses qu'on lit en ligne ou quoi que ce soit. Il faut vraiment partir de notre client et de ce qu'il a besoin de voir. Et à partir de ça, bah, lister tous les contents qu'on va devoir mettre en place. Après, moi, je vais un peu plus loin dans la mesure où en 2024, selon moi, un content plan, ça suffit pas parce que la buying journey, elle est beaucoup trop complexe. Donc, tu peux pas juste créer 10 contenus et dire, OK, il va faire contenu 1, 2, 3 et après, il va acheter. Ça n'existe pas. C'est Parce que, tu vois, c'est non linéaire, un parcours de vente. Il se passe plein de choses, ça peut durer plein de temps, etc. Donc, j'ai mis en place un framework qui est sur 5 niveaux. Et en gros, sur ces 5 niveaux, tu as premièrement du snack content, donc des posts LinkedIn, des Substack Notes, des YouTube Shorts, Instagram Reels, etc. Tout ce qui est consommable en moins d'une minute. Deuxièmement, tu as le short form. Short form, c'est tout ce qui est consommable en moins de 10 minutes. Donc YouTube vidéo, blog rapide, newsletter rapide, etc. Ensuite, tu as le long form. Long form, c'est ce qui est consommable en moins de 1 heure. Et ensuite, tu as le intent-based. Donc ça, c'est pas une notion de temps de consommation, c'est une notion d'intention. Donc là, c'est tes comparaisons, tes pricing pages, toutes ces choses-là qui vont être en lien avec l'intention. Et tu as un dernier niveau
c'est le personnalisé, c'est le contenu qui est personnalisé. Si par exemple tu as une boîte de service, bah, tu dois faire un plan d'action, tu dois faire une proposale, etc. Et si tu as un produit et que tu dois aller sur de l'enterprise, il faut que tu aies vraiment un plan d'onboarding, un plan d'action, etc. En gros, dès que tu as un haut ACV, Mhm. enfin le contrat, quoi, euh, Ouais. tu dois, euh, tu dois personnaliser. Et donc, si tu as des contents sur chacun de ces niveaux, bah derrière, tu crées ton content écosystème petit à petit, tu le nourris, après tu fais du repurposing et tu mets des content upgrades pour lier en fait tous les niveaux. Et après, bah, ça te fait un écosystème de contenu, quoi. Parce que les gens, ils vont pas juste voir un post LinkedIn et directement acheter ton SaaS à 5 000 € l'année, c'est pas possible, en fait. Enfin, peut-être, mais c'est très très rare, quoi. Ouais, c'est pas comme quand on peut acheter une paire de chaussures ou un truc Exactement. un peu spontané, c'est pas de l'achat compulsif, quoi. Donc ce que tu dis, c'est qu'en fait, effectivement, donc, tu fait ton étude, t'as identifié les contenus que tu devais créer et tout, et du coup, t'as généré toutes ces idées, ton plan d'action. Et en fait, après, toi, ce que tu dis, c'est qu'en fait, effectivement, tu vas, bah, c'est pas parce qu'on crée un contenu puis qu'on le met sur son site que les gens vont le trouver et puis qu'ils vont venir et qu'ils vont acheter. Donc en fait, ce que tu fais, c'est que tu joues avec différents niveaux de contenu où tu vas aller, bah, si tu fais du repurposing, donc tu le recycles en différentes formes, du snack, t'as dit effectivement du short content, du long form et tout, pour jouer sur les différents canaux, des trucs qui vont amener plus de découvrabilité en fait peut-être avec le snack content qui se consomme vite, qui sont plus visibles, qui peuvent amener un peu de viralité on va dire. Après des trucs, en fait tu montes un petit peu en maturité on va dire aussi, puis en degré d'information dans ce que tu apportes pour que tes prospects bah, les accompagner, on va dire, un peu sur tout le funnel dans leur réflexion. Bah, au début, tu vois deux trois posts un peu courts, ça te permet de titiller un peu l'idée. Tu t'intéresses au contenu plus long, du coup, tu creuses le sujet, tu rentres dans l'expertise, ça crée de la confiance. Et puis après, tu as les contenus d'achat et de conversion, tu dis, pour aller capter vraiment la demande, quoi. C'est ça que Oui, en gros, c'est ça. Et si je résume, ouais. le point important, c'est le niveau d'intention. Parce que à travers ces différents niveaux, l'intention progresse normalement, si tu as bien fait le taf. Après, là où il y a un prisme qui est différent du tofu, mofu, bofu, c'est que là, on prend un prisme de création de contenu, en fait. On prend pas le prisme de la buying journey, parce que dans tous les cas, la buying journey, elle est non linéaire. Donc, à la place, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ces niveaux-là et on va mettre des contenus dans ces niveaux en fonction d'un plan d'un plan d'intention et de type de contenu, quoi. Parce que sinon, on s'en sort pas si on peut pas organiser. C'est trop complexe après. Ok, très cool. Du coup, donc, on l'a dit, maintenant, on a les bases de la stratégie de content, on a le plan d'action, on a pris cette notion-là aussi d'intent et puis de différents types de contenu pour créer l'écosystème un petit peu de contenu. On dit toujours qu'il faut créer du contenu intéressant, qui intéresse sa cible, qui apporte de la valeur. Mais en même temps, ça reste un peu vague comme notion. C'est quoi les éléments importants pour créer un contenu qui va être, si on rentre vraiment un petit peu dans la création de contenu, quoi, pour créer un contenu qui va être pertinent et intéressant? Pour créer un contenu qui est pertinent et intéressant, toujours pareil, il faut retourner voir son audience et comprendre leur quotidien euh, et savoir les problèmes qu'ils ont, savoir ce qu'ils veulent faire et connaître même leurs objectifs, leurs OKR, faut tout savoir en fait. Et à partir de ça, tu peux créer du contenu qui est utile pour eux. Parce que, en fait, beaucoup de gens sous-estiment la puissance d'avoir une bonne insight pour pouvoir créer du contenu. Mais en soi, tout part de ça. Donc si par exemple tu sais que ton CFO dont on parlait tout à l'heure, il a un problème, c'est que tu as une nouvelle régulation qui vient de sortir en Europe et c'est très nouveau, il sait pas exactement quoi faire, bah tu peux créer un contenu à partir de ça parce que il en a besoin en fait. C'est pas un truc où j'ai une idée de content, j'ai vu ça sur TikTok, je vais le faire et je vais lui pousser. Dans ce cas-là, peut-être qu'il en aura rien à faire. Donc si ton insight de base elle est faussée, bah tu pourras pas faire un bon content. Moi j'ai un background en études de marché, c'est pour ça en fait que j'ai cette vision-là du contenu. Voilà, donc en gros, partez du problème ou de l'objectif de la cible et créez du contenu sur un des 5 niveaux. Ouais, ça donc tu repars effectivement toujours de l'insight et puis après dans la façon dont tu construis tes contenus,
on va dire, quand tu les crées, t'as une t'as une méthodo, il y a des choses auxquelles tu fais attention, concrètement, tu vois, dans le process de création? Euh, donc là, c'est la partie 3 en fait de mon système, c'est la création de Mmh. contenu évidemment. Parce que si tu as une stratégie, un plan, mais si tu crées pas le contenu, je rigole, mais il y a beaucoup de gens qui font ça en fait, tu sais, qui font des Ouais, slides pendant 6 mois sur le c'est plan clair, et ça après ils sort font pas le jamais. content. Des fois, il y en a même qui ont peur en fait de publier le contenu. Et d'ailleurs, si à un moment donné vous avez peur de publier le contenu, dites-vous, en fait, si je publie pas ce content, je ne vais pas aider quelqu'un. Alors que si vous le publiez, vous allez aider quelqu'un. Et c'est là où vous dites vraiment, est-ce que le contenu a de la valeur? C'est que si vous sentez que si vous le publiez pas, euh, vous n'avez pas aidé quelqu'un, bah, ça veut dire qu'il faut le publier. Euh, et en gros, les systèmes que j'utilise, bah, c'est des compétences au-delà des systèmes là. C'est vraiment la compétence premièrement de copywriting et deuxièmement la compétence de design et troisièmement la compétence de vidéo editing. Donc là, au-delà du système, c'est vraiment avoir des bons copywriters, des bons designers, et surtout ne pas sous-estimer ces fonctions-là en fait. Parce que si vous avez sur votre homepage un bon copy, eh ben ça peut convertir beaucoup. Alors que si vous avez un copywriting qui est pas pertinent, qui est pas lié à votre cible, etc., là vous allez perdre de la conversion. Il faut vraiment pas sous-estimer ça. Après, je peux te donner des frameworks de copywriting, etc. Mais en gros, voilà, faut être bon sur ces trois compétences clés. OK. C'est un truc, j'allais dire, là, tu parles effectivement donc tu as parlé de design, de copywriting et tout. Tu as parlé de landing page, mais c'est des éléments que tu incorpores un peu dans tous les formats de contenu finalement. Oui, tout à fait. Ouais. C'est des J'allais dire, compétences que tu peux transmettre d'un niveau à l'autre. OK. Et du coup, on le disait un peu, l'objectif initial, enfin, dans le sujet, on va dire, de l'épisode du jour en tout cas, on disait que le contenu, ça doit être un levier pour générer du revenu. Mhm. Qu'est-ce qui manque finalement, pour passer d'une stratégie de content qui va te donner de la visibilité, de la notoriété parce que tu as créé des contenus sympas, et pertinents, on va dire, à la génération de revenus, quoi, vraiment? Bah pour répondre à cette question, je peux prendre le prisme des défauts que je vois souvent, enfin des erreurs plutôt. Ouais. Première erreur que je vois souvent, c'est un problème de messaging. Donc par exemple, une boîte se lance, early stage, B2B, un SaaS par exemple, et ils ont pas un bon messaging bien réfléchi. Alors ils font le messaging, ils lancent des messages pendant 2 mois. Troisième mois, ils changent. Après, ils rechangent. Et après, plus personne comprend plus rien. Et ça crée une dette de messaging. Et à partir du moment où il y a une dette de messaging, on peut plus faire de vente, en fait. Parce que ça détruit la vente. Parce que l'objection principale va être, mais je comprends pas ce que vous faites, en fait. Quelqu'un qui comprend pas n'achètera jamais. Donc ça, c'est le premier point. C'est vraiment avoir un messaging solide, cohérent et sur le long terme. Deuxième point, une autre erreur que je vois, c'est des problèmes de balance dans l'écosystème de contenu. Par exemple, il y a des gens qui vont tout mettre sur le blog et rien sur les Mmh. réseaux sociaux, et l'inverse. Tu vois, tout sur les réseaux sociaux et rien sur le blog. Et en fait, ils vont faire tout le premier niveau dont je parlais, le snack content, et pas le quatrième niveau ou inversement. Donc là, bah, une fois qu'ils sont intéressés par ce que ton industrie, par ce que tu fais, etc., ils savent pas ce que tu fais réellement, ta solution, etc. Donc, il faut vraiment créer du contenu à partir de ça. Troisième point, ce que je vois souvent, c'est tout simplement un manque de compétences en copywriting. Donc, ne pas savoir comment appuyer sur les pains pour pouvoir apporter une solution. Donc, notamment la maîtrise du framework Problem Agitate Solution. Ça, c'est un framework essentiel en copywriting pour faire du sales. Tout part de ça, en fait. Quatrième point, je vois aussi comme erreur de pas assez faire d'études de cas, alors que l'étude de cas, elle vient détruire la première objection, ou plutôt la deuxième, parce que la première, c'est je comprends pas ce que vous faites, mais la deuxième, c'est est-ce que ça marche. Mmh. Donc l'étude de cas, elle vient directement répondre à cette objection. Et une étude de cas personnalisée va répondre à la troisième objection qui est est-ce que ça marche pour moi. Et donc voilà, ça c'est la quatrième erreur que je vois qui est pas assez d'études de cas. Je peux t'en lister plein d'autres des erreurs comme ça que je Ouais. vois parce que j'en vois toutes. Si tu veux, je continue ou on Non, mais change c'est de vrai sujet. que
Ouais, non, mais tu vois, moi, je vois bien la dernière, enfin, ce que tu dis, effectivement, les études de cas. Pour le coup, j'en ai vu un paquet aussi, effectivement, de boîtes qui mettent, alors, le blog, parce que on veut faire du SEO, parce que machin, les réseaux sociaux, parce qu'effectivement, bah, on veut faire de la notoriété, on regarde les likes, on regarde l'engagement, hein, hein, hein. Puis en fait, t'arrives, donc ils ont déjà créé pas mal de contenu, finalement, et t'as zéro cas client. T'as pas d'études de cas du tout. Et puis après, effectivement, bah, on dit ça convertit pas, quoi. Mais parce qu'en fait, t'as fait que de la bah, encore une fois, après, j'allais dire, c'est parce qu'on est peut-être trop centré sur la notoriété au final, et puis pas assez sur l'aspect business, alors qu'au final, presque c'est le premier contenu à créer. Crée déjà les contenus qui vont te permettre de capter la demande existante, quoi. Et puis après, tu feras la notoriété pour le reste du marché, Tout à mais fait. tu vois, c'est presque inverser le funnel, quoi, dans l'ordre, quoi. Surtout si tu as une agence ou une boîte de service, le premier contenu que tu dois créer, c'est une étude de cas, avant quoi que ce soit en fait. Tu dois créer une étude de cas qui explique, la valeur que tu as apportée à ton client, deux, le problème que tu as résolu, trois, en combien de temps tu l'as fait, et quatre, bah, les détails, le process qui s'est passé, etc. Ça, c'est la première chose à faire quand tu as une agence. Et techniquement, vaut mieux avoir ça sur une feuille Notion que une grosse stratégie de contenu, de blog, etc. Mais t'as pas de case study. Tu vois, vaut mieux aller direct à l'essentiel. Bah, puis surtout qu'une fois que tu as fait ça, dedans, tu te rends compte que tu as les les insights dont on parlait tout à l'heure, quoi. Dans cette étude de cas-là, tu as effectivement, bah, c'est quoi les problèmes rencontrés, c'est quoi les résultats qu'ils cherchent à atteindre, les choses qui leur posent problème au quotidien, et puis qu'est-ce qu'ils ont tiré à travers ton produit. Donc en fait, tu as même derrière les éléments pour créer ta strate de contenu, quoi, presque. Exactement. Bah, si tu pars d'une étude de cas, tu auras des bons insights, ça c'est sûr. Hmm. Ok, très cool. Écoute, c'est super intéressant. J'avais dit du coup si alors là, on a parlé pas mal de bonnes pratiques et tout. Moi, j'aime bien beaucoup parce qu'on se dirige doucement vers la fin de l'interview, du coup, mais on parle évidemment de bonnes pratiques, de choses qu'il faut faire, qu'il faut pas faire, machin. Mais j'aime bien toujours conclure un peu les interviews par les problématiques qu'on rencontre, parce que la vie de marketeur, c'est pas tout rose, même si on partage des bonnes pratiques et des choses sur lesquelles on galère. C'est quoi, toi, un petit peu, du coup, tes problématiques du moment, les sujets qui t'ont posé problème? Sur le contenu ou en général? En général, là, pour le coup, la carte est blanche, c'est partager un peu le quotidien, quoi. Alors moi, c'est très clair, c'est le changement de business model. Donc j'ai fait de l'agence, enfin modèle agence pendant 4-5 ans, et là je passe sur un modèle plus de produit informationnel, donc un cours quoi. Ouais. Et en fait, ce changement de business model, c'est un contexte, un écosystème différent pour moi, donc je dois réapprendre beaucoup de choses, ou plutôt réadapter et transférer des compétences que j'avais sur l'agence vers ce nouveau modèle-là, parce que le modèle agence, je le maîtrisais vraiment à 100%. J'avais eu un mentor pendant 2 ans qui m'avait tout expliqué. Après, j'avais monté une boîte, on était allé de 0 à 1 million en 1 an et demi. Enfin, vraiment, j'avais tout acquis sur le modèle agence. Enfin, j'avais pas fait la partie vraiment scale, tu vois, de pas Mhm. arriver à 10 millions. Mais j'avais tous les fondamentaux. Et là, j'arrive sur un nouveau truc, tu vois. Ouais. Et en fait, c'est un challenge, mais c'est plus excitant qu'autre chose en vrai, hein. Parce que tu dois apprendre des nouvelles choses, tu dois reprendre tes expérimentations. C'est super excitant en vrai. Ça compte comme C'est quoi? réponse ou pas? Vu que c'est Ouais, ouais, ça compte. Non, mais c'est vachement intéressant, tu vois, parce que je suis dans une transition similaire de mon côté, on va dire entre guillemets, parce que moi, je faisais beaucoup de conseils et du coup, je vivais du conseil. Et puis là, du coup, c'est pareil, j'ai lancé la communauté, du coup, fait du market, qui est un modèle d'abonnement et tout. Et du coup, je fonctionne un peu comme un SaaS, tu vois. Donc, je reviens au final à ce que je faisais aux mécaniques un petit peu de quand j'étais en entreprise, on va dire entre guillemets. Mais du coup, ça fait vraiment un changement quand même aussi de paradigme qui est vachement important dans la façon, d'aborder les choses, quoi. Et tout à fait. du coup, ça me parle beaucoup ce que tu dis. C'est quoi, du coup, les trois gros, je sais pas, les deux, trois points clés que tu vois entre l'agence et du coup la vente de formation, de cours, quoi. Euh, Premièrement, sur l'agence, tout le process est, pour moi en tout cas, était très cadré, tu vois. Ouais. C'est, tu fais de la prospection ou de l'inbound. Derrière, tu as une vente. Après, tu as l'onboarding et tu livres et tu as des payment terms et à la fin, la mission est finie, tu vois. Là, sur la vente de produits, c'est un peu plus diffus, flou, tu vois. C'est tu crées d'abord le produit, après tu le lances
et tu sais pas exactement qui va acheter ou pas. Tu sais pas exactement combien de temps ils vont faire la formation. Tu sais pas s'il va y avoir d'upsell. T'as moins de contrôle en fait sur la relation avec ton client. Donc ça, pour moi, c'est le premier point qui est vraiment différent. Deuxième point, c'est le fait que ça soit un produit. Moi, j'ai vraiment bossé pendant les 3 derniers mois sur ce produit à fond, alors que techniquement, sur une agence, c'est d'abord tu vends et après tu bosses, tu vois. Je dis pas qu'il faut faire semblant de savoir faire un truc et d'apprendre à le faire après. Ce que je dis juste, c'est que même si tu as une expertise qui est vraiment très pointue, tu dois d'abord vendre et ensuite tu délivres. Là, c'est d'abord tu délivres et après tu vends, quoi. Donc c'est l'inverse en fait. Et le troisième point, moi j'ai plein de nouveaux petits détails, tu vois, tout ce qui a été waitlist, pricing model, launch, l'offre de lancement, etc. Tout ça, c'est tous les détails en fait d'une formation. Tout ça, c'est nouveau pour moi, quoi. C'est clair. Ok, bah écoute, c'est Merci pour la vachement question. J'avais pas intéressant. réfléchi à ça encore. Bah écoute, tu vois. Non, mais c'est vrai que c'est des réflexions intéressantes, et ça change effectivement l'approche. J'aime bien ce que tu dis sur l'ordre de la vente. C'est vrai que quand tu fais du conseil, comme tu dis, tu vends la prestation, puis après tu la réalises, et puis en plus c'est dans un modèle du coup où tu es payé dès le début. Enfin, tu peux générer du revenu très rapidement, alors qu'au final, là, sur ton produit, même si tu as des insights marché, tu as créé beaucoup de contenu, donc tu as certainement interrogé les gens, donc tu as une idée du produit que tu vas créer, de si ça va marcher ou pas, mais au final, toi, tu le sauras dans 30 minutes, quoi. Ouais, Et du coup, t'as bossé longtemps, et puis là, t'attends ton lancement, quoi. exactement. Très cool. Après, il y Bon, a bah, le vas-y. Lean Startup, il vendait le produit avant de l'avoir fait. Mais justement, moi, j'ai pas je peux pas me permettre de faire ça encore, parce que j'ai pas tous les mécanismes, etc. Donc je Ouais, c'est préfère vrai que tout t'en as faire qui font avant. des préventes. T'en as Exactement, qui font des prévente. préventes dans ton modèle. T'aurais pu effectivement prévendre des trucs, et puis build après, quoi. Mais bon, ça te met une pression aussi derrière pour délivrer, Ouais, qui est pas là. Ça se dépend un petit peu de ta situation, quoi. exactement. Très cool. Écoute, c'était super intéressant, Pierre. J'allais dire, si tu veux, pour conclure notre échange, retenir un conseil de ce qu'on s'est dit par rapport au content, c'est quoi le truc que tu mettrais en avant? Je pense le truc que j'ai le plus répété, c'est parler à vos clients, en fait, hein. Ouais. Si vous êtes engagé en tant que CMO ou marketeur, et que vous arrivez dans la boîte, pendant un mois, prenez plein de café avec des clients, payez-leur des restos. Si vous avez un budget de 1 000 € sur votre premier mois, dépensez tout en resto pour parler à vos clients, en fait. Clients ou prospects ou audience, évidemment. Mais tout part de là, parce que, en fait, l'insight part d'eux, c'est leur problème. Vous faites une boîte et du contenu pour répondre à leurs problèmes, et vous renvoyez ça vers eux, et ils vous répondent, et c'est une feedback loop qui est infinie, en fait. Et c'est une boîte, c'est juste ça. C'est juste avoir cette feedback loop très rapide. Je dis c'est juste ça, hein, je sais que c'est beaucoup plus complexe, mais en gros, si on regarde à l'état primaire, c'est ça, C'est la mécanique, ouais. c'est la Très mécanique. cool. Écoute, c'était super intéressant comme échange, et je te remercie déjà encore une fois d'être venu sur le podcast. C'était très cool. Et puis, si jamais il y a des petites questions pour toi ou des trucs, bon, on l'a dit, mais t'es assez présent sur LinkedIn du coup. Ouais, c'est présent. Et du coup, je vous invite à aller suivre Pierre sur LinkedIn. En tout cas, son contenu est très cool. Et Merci encore YouTube une fois, aussi. Pierre. Et YouTube, YouTube, en effectivement. lancement. Vas-y, écoute, pas de souci, fais la promo. Donc YouTube aussi, et LinkedIn, très cool. Écoute, encore une fois, merci Pierre, c'était très Merci. sympa. Du coup, je te dis bonne journée, et puis, enfin, tu me diras, toi, t'es peut-être en fin de journée, du côté de la 15 heures. Thaïlande, et puis 15h, bon, ça va, bon après-midi et bon lancement alors, du coup. Yes, merci beaucoup pour le podcast et à bientôt. À tous ceux qui ont tenu jusqu'ici, déjà, merci beaucoup, et j'imagine que le sujet vous a plu. Donc n'hésitez pas à envoyer de bonnes ondes à notre invité. Pour ceux qui le souhaitent, le meilleur moyen de soutenir le podcast, ça reste d'en parler autour de vous et de laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Je compte sur toi. Dans tous les cas, à bientôt pour un prochain rendez-vous au Café du Market.